qui doivent participer déjà à la gestion active du système de santé. Donc, je vous donne la parole. Merci, cher ami. Alors, comme l'a dit le professeur Biliko, c'est une amitié, une fraternité de près de 50 ans. On a commencé la médecine le même jour, on a fini le même jour, on a passé la graduation le même jour, sauf qu'il est un peu plus jeune que moi. Je suis parti, lui, il est resté. Monsieur le secrétaire général, merci pour cet honneur que tu me fais en m'accordant cette crédence pour que nous ayons ce matin un commerce intellectuel. Je crois qu'il faut que nous rendions hommage à nos anciens. Après l'indépendance, la médecine a été incarnée dans notre pays par les coopérants. Ils venaient de France essentiellement, et peut-être un peu de Cuba, pendant que les nôtres étaient en formation. Et au milieu des années 70, ils sont arrivés. Et parmi ceux qui sont arrivés, il y a un monsieur, c'est un savant, c'est le professeur Bouramou. Puis d'autres sont arrivés. Il y a eu le docteur Kawoudi, le docteur Massengo, sont tous devenus des professeurs. Il y a eu les Jean Tati, il y a eu les citoyens Gaporo. Voilà les gens qui ont bâti le socle de la médecine que nous avons connue. La médecine que nous avons connue des années 80 jusqu'aux années 2000. Mais cette médecine a énormément changé. Et j'en parle depuis 20 ans, malheureusement, le Congolais ne se fait pas très attentif. Donc, on est resté scotché à faire la médecine de Bouramou, alors que la médecine a beaucoup changé. Alors, nous sommes devant des grands bouleversements de la médecine à l'ère du big data, de l'intelligence artificielle et des innovations technologiques. Depuis que l'IA, le big data et l'innovation sont arrivés, la médecine a beaucoup changé. Il y aura des métiers qui vont disparaître, le professeur Biliko l'a annoncé. Il y aura des métiers qui vont apparaître. Mais tout cela ne va pas changer l'homme. L'homme sera au centre de la problématique de la santé. Alors, pour comprendre les choses, il faut bien les nommer. Pour les nommer, il faut les définir. Donc, nous allons commencer par définir ce que c'est l'intelligence artificielle, ce que c'est que le big data, et qu'est-ce qu'on entend par innovation technologique. La suivante. Alors, j'ai fait en torse à la conception des IA. J'ai écrit définition générale de l'intelligence artificielle. On va dire ensemble, c'est l'ensemble des techniques et des systèmes informatiques capables d'exécuter des tâches qui requièrent habituellement l'intelligence humaine, c'est-à-dire apprendre, à raisonner, percevoir, comprendre le langage ou encore prendre les décisions. Ce que nous faisions aujourd'hui sont les machines qui le font. Et une définition technique, c'est la branche d'informatique qui vise à concevoir des programmes capables d'apprendre à partir de données, c'est-à-dire de machine learning, et d'améliorer leur performance sans être explicitement programmées. Et ces innovations ont des applications en médecine. Grâce à l'IA, grâce au big data, grâce à l'innovation, on peut analyser des images de radiologie. Vous voyez, hier, un radiologue se mettait devant sa machine, il interprétait les radios. Aujourd'hui, on prend les clichés, on les match sur 1 milliard de clichés, on a un diagnostic. On va y arriver. Ça veut dire que demain, on n'aura plus besoin de radiologue. Mais enfin, ils sont encore peut-être un peu là. Donc, l'intelligence artificielle va nous permettre de prédire et de prévenir les maladies. Parce qu'on a fait le séquençage humain, on connaît le mieux la biologie humaine, donc on peut prédire, on peut prévoir, on peut prévenir les maladies. Grâce à ces nouvelles techniques, à cette nouvelle connaissance, on va personnaliser les traitements. Et ça se fait de plus en plus en cancérologie. Comme vous entendez, les traitements personnalisés en cancérologie, c'est grâce à tout ça. C'est-à-dire l'IA, le big data et les innovations. Parce qu'on connaît le génome humain, on connaît la biologie des cancers, donc on peut soigner les malades. Un cancer du sein, par exemple, aujourd'hui, ne peut être soigné de la même façon chez M. Tchikazik ou chez Mwambo. Chacun de nous aura son traitement à la carte. Donc, vous voyez, donc on peut suivre en temps réel les malades, et puis, naturellement, tous ceux qui connaissent le ChatGPT aujourd'hui, ils peuvent faire de la recherche, hein, ça va aller très vite. Pour ceux qui connaissent le ChatGPT et le Gemini, il est largement plus intelligent que le médecin que je suis. Vous voyez, hier, quand j'ai conçu ce qu'on appelle la RCP, donc la réunion de conseil pluridisciplinaire, pour discuter des traitements, je mettais parfois une semaine avant de trouver la solution. Parce que je mettais autour de la table les radiologues, les anapathes, les biologistes, les cancérologues et les internistes pour trouver la solution. Aujourd'hui, avec ChatGPT, je mets des éléments dans la machine, en moins de 2 minutes, j'ai la solution. Donc, quasi, il faut essayer. Hein? Tu peux ne pas être d'accord avec ton maître, le professeur Biliko. Tu dis, monsieur, je ne suis pas d'accord par rapport à l'évaluation de la radio que vous avez faite. Moi, je suis allé sur ChatGPT et l'application me dit autre chose. Et tu auras certainement raison, pour ChatGPT est largement plus intelligent que toi. Alors, c'est quoi le big data? Comme on a défini l'IA, on va dire le big data.
C'est l'exploitation intelligente d'un volume immense de données pour mieux comprendre, prédire et personnaliser les décisions, notamment en santé. Je prends l'exemple. Nous sommes en anapath, on a pris des images, en anapath, on les a mises dans une machine. Et moi, quand je fais un prélèvement, je fais une biopsie, je l'envoie dans cette anapath, on va prendre ma lame, on va la matcher avec 1 milliard de lames, on va donner le diagnostic. Vous voyez que le travail du pathologiste va disparaître. On n'a plus besoin de lui. Mais encore que, il peut s'inventer. Donc, un peu comme l'IA, on a à peu près les mêmes applications. Bon, les innovations technologiques, tout le monde parle d'innovation technologique. Il y a même un ministère de la recherche et des innovations technologiques. Mais c'est quoi l'innovation technologique? C'est quoi les innovations technologiques? Voilà la définition. Elle désigne l'ensemble des nouvelles technologies, outils ou procédés issus de la recherche scientifique et du progrès technique qui transforment les pratiques humaines, économiques ou sociales. Elles permettent d'améliorer l'efficacité, la précision et la rapidité des activités dans tous les domaines. Ici, ça va s'appliquer à l'université et à la médecine. Vous voyez, grâce à cela, le profil de l'université va totalement changer. Les contenus vont changer. C'est-à-dire que les enseignants doivent changer. Hier, encore aujourd'hui, c'est nous les enseignants qui concevions les savoirs. Mais demain, ça va être les trucs qui vont concevoir les savoirs. Comment on va faire sa conférence? On va la mettre sur la plateforme, vous allez la décortiquer, et vous, les étudiants, vous allez avec moi concevoir du savoir. Vous voyez, ça a changé. Donc, demain, il y aura un peu de place pour les imposteurs qu'on recrute comme ça, parce qu'ils s'appellent Kwamo, avec un peu de tribalisme, un peu de clanisme. On prend un enseignement là qui ne vaut absolument rien. C'est des médiocres. Donc, demain, il n'y aura plus de place aux médiocres. Alors, sur le plan technologique, l'innovation, ça veut dire, en santé, c'est Big Data, l'IA, la robotique chirurgicale. Vous voyez, quand on parle de robotique chirurgicale, mon cher Vidéo, j'en parle depuis 20 ans. Est-ce que nos hôpitaux sont aujourd'hui prêts à accueillir les robots chirurgicaux? La réponse est non. Vous voyez l'hôpital général, vous pouvez l'appeler l'hôpital général, parce que c'est même un plan CHU. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre en place un circuit de la robotique chirurgicale? La réponse est non. C'est-à-dire que demain, il faut réfléchir, il faut y voir plus grand, il faut reconstruire l'hôpital. Les objets connectés, vous savez ce que c'est, les applications de santé. La télémédecine, tout le monde en parle. Le docteur Bonitebele était l'un des tout premiers ici à vouloir parler de la télémédecine. Malheureusement, on n'a pas compris. Vous voyez, le Congolais, quand vous lui apportez quelque chose de nouveau, il est difficile à comprendre ça. Alors, Bileko, et non, Bonitebele en parle, c'était même avant la guerre. Ça fait plus de 30 ans. Et depuis plus de 30 ans, on n'arrive pas à la mettre en place. La réalité virtuelle, la médecine génomique. Vous voyez, la médecine aujourd'hui est basée sur le génome. C'est pour ça qu'on parle des traitements personnalisés, parce qu'on a fait le séquençage, on connaît de mieux en mieux le corps. Je vais faire un scoop. Est-ce que vous savez que demain, chacun de nous va déterminer le jour de sa mort? Vous savez pourquoi, madame? Vous savez pourquoi? Parce qu'on connaît de mieux en mieux le fonctionnement des cellules. À l'intérieur des cellules, il y a ce qu'on appelle des canaux de signalisation. Donc, ils transfèrent des messages, qui émettent des messages. Donc, on peut réparer demain toutes les cellules abîmées. Vous voyez? Les cellules abîmées, on peut les réparer. Les cellules qui ne fonctionnent pas bien, on peut les améliorer. Donc, pour moi qui a aujourd'hui près de 70 ans, demain, je peux rajeunir. Je dis, bon, écoutez, moi, je veux avoir 40 ans pour être encore opérationnel sur le terrain, comme on le dit, entre guillemets. Ben, on va m'injecter des transfecteurs, et puis mes cellules vont être améliorées pour vivre le plus longtemps possible. Le seul problème, c'est qu'on peut le faire aujourd'hui, mais si on le fait aujourd'hui, il va se poser un problème anthropologique, parce qu'on sera trop nombreux sur la Terre, et qui va manger quoi? Donc, on va dire, bon, demain, on va programmer Tchénakazi, on va le manger, puisqu'il n'y a pas à manger. C'est ça le seul problème. Comme vous voyez, il y a des personnes qui conservent les cadavres dans des congélateurs. Mais c'est parce que ces gens-là sont en avance. Les gens savent que demain, on peut régénérer la vie de ces gens-là. Vous voyez? Donc, grâce aux innovations, grâce à la connaissance des gènes, grâce à la connaissance de la cellule, on peut faire beaucoup de choses. Alors, donc, l'IA, le Big Data et les innovations permettent une médecine plus prédictive. C'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on peut analyser les millions de données. On a une information, on va matcher avec 1 million de données, on va avoir une réponse. Tout de suite. Hier, on mettait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Maintenant, en 1 seconde, en 1 minute, on a l'information. Donc, on peut anticiper les diagnostics. Vous voyez? On sait qu'il y a un gène défectueux qui, demain, si on ne le gère pas, peut faire que la cellule se transforme en cellule maligne. Donc, on peut déjà traiter le problème en amont. Vous voyez? Tout ça, c'est grâce à l'IA, grâce au Big Data et grâce à l'innovation technologique. Et l'IA et le Big Data vont nous permettre de passer du traitement curatif à la prévention, puisqu'on sait qu'on peut prévenir, on sait qu'on peut découvrir très tôt. Donc, on va éviter tous ces curatifs, on va commencer à faire de la prévention.
Oui, l'intelligence artificielle, le big data, nous permet d'avoir la médecine personnalisée. Parce que chacun de nous aura son traitement à la carte. Donc, il ne dira plus cancer du sein, tel protocole. Oui, d'accord, les protocoles existeront toujours. Mais il sera adapté par rapport au profilage moléculaire de la personne. Hein, par rapport au PET scan, par rapport à tout ce qu'il fera. Tout ça, on va introduire dans la machine et le ChatGPT va nous dire, mes gars, voilà ce que je vous propose comme solution. Donc, vous voyez, le patient devient un profil biologique unique. Grâce aux innovations, grâce à l'IA, grâce au Big Data, on a amélioré la connaissance en imagerie. Donc aujourd'hui, on peut tout faire en imagerie. Même les lésions les plus difficiles que nous ne savons pas identifier, mais quand on a le cliché mis dans la machine, on a le résultat. Vous voyez, grâce à tout cela, on a ce qu'on appelle des robots chirurgicaux. Vous avez vu pendant le Covid, les gens étaient nourris par les robots. Il n'y a personne. Mais demain, dans les blocs opératoires, il n'y aura que des robots. Donc le chirurgien sera peut-être là, mais il va devenir d'abord un ingénieur. Parce qu'il faut qu'il apprenne à développer le logiciel et qu'il sache gérer les consoles. Il sera derrière, parce que la machine peut bugger, mais il faut qu'il y ait l'être humain derrière. Donc vous n'aurez plus les gens comme des mandarins hier, quand nous étions assistants, on venait, il y avait 10 grands chirurgiens, là, nous on était là comme des couillons, en train d'assister. Non, c'est fini ça. Donc demain, la chirurgie sera faite par les robots. Je vous donne un exemple. L'être humain que je suis, hier, je ne pouvais pas opérer une tumeur du tronc cérébral, parce que je pouvais léser le tronc cérébral. Aujourd'hui, les tumeurs du tronc cérébral s'opèrent par les robots, parce qu'il y a la précision. Dans la télémédecine, j'en ai parlé, l'initiateur dit ça ici, il faut rendre à ça ce qui lui appartient. Hein. Le docteur Wenizabila, que vous le vouliez ou pas, c'est lui, Niyan. Voilà, c'est lui qui a amené ça ici. Vous savez, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des capteurs portables. Vous voyez, vous allez là à Mavré, on voit les petits capteurs qu'on pose ici sur l'épaule pour déterminer votre glycémie. Mais c'est ça, hein. C'est l'intelligence artificielle tout ça. Vous voyez, des chatbots médicaux, ce sont des petites machines qui vous permettent de converser. Et puis grâce à tout ça, on a une rapidité et une précision sur le diagnostic. On ne parle de télémédecine, non? Vous pouvez être à Gamboma là-bas, il n'y a pas de médecin. Mais on peut vous examiner depuis Gamboma, depuis Brazzaville. C'est la télémédecine. Alors, quand on a vu tout ça, ça veut dire que demain, il y aura des métiers qui vont disparaître. Et c'est très lourd pour nos jeunes. Ça permet même aux jeunes médecins d'aujourd'hui de pouvoir choisir, hein, quel est mon intérêt d'aller faire la radiologie. Aucun intérêt. Parce qu'on aura besoin de moi. Par contre, on aura besoin des techniciens de radio. Parce qu'il faut des manipulateurs radio. Mais le médecin qui a fait la radiologie, il n'a aucun intérêt. À la limite, il peut dormir chez lui, on peut lui envoyer des clichés et puis le garder chez lui. On a besoin de l'hôpital. Donc, c'est un métier qui va disparaître. Vous voyez, donc j'ai dit les radiologues. C'est pareil pour les anatomopathologistes. Vous voyez, aujourd'hui, on a encore besoin des gens comme mon petit frère Mokassa, derrière le microscope pour regarder s'il y a des cellules tumorales malignes. Non, c'est fini. Il dit que vous prenez des lames qui ont été techniquées, donc on aura besoin des jeunes qui vont faire la technique, et les lames sont mises dans des machines, et la machine vous donne le diagnostic instantanément. Tu vois que c'est merveilleux? Voilà. Donc, mon ami Mokassa, demain, il faut qu'il se réinvente, il ne peut pas aller voir le charbon, je ne sais pas quoi, il fait ce qu'il veut. C'est pareil pour les ophtalmologues. Non, c'est aussi pareil pour les cancérologues. Hein. Est-ce que demain, on aura encore besoin de cancérologues? Non, on aura besoin d'internistes. Quel intérêt d'aller étudier encore la cancérologie? Aucun intérêt. Parce que les artificiels a fait tout le travail. Donc, on aura besoin d'un interniste qui va s'asseoir avec des médecins généralistes. Vous allez mettre dans la machine, vous donne le diagnostic, vous donne le traitement. Et vous ne suivez le traitement. Donc, on ne va plus réfléchir. Vous voyez? Donc, ce sont les DS qui, demain, progressivement, vont peut-être disparaître. Mais par contre, il y a un métier qui ne va peut-être pas disparaître, c'est celui des rhumatologues. Parce qu'on aura encore besoin de vous, parce qu'il faut tordre les corps des humains, je ne sais pas comment vous faites ça, mais enfin, vous serez toujours là, tu t'en quasi, je suis encore là. Voilà. Les secrétaires médicaux, franchement, vous ne trouvez pas que les secrétaires, ça a encore besoin des secrétaires. Moi, je n'ai pas besoin des secrétaires. Moi, je fais mes trucs moi-même. Hier, on avait un dictaphone, et on vous dictait, et le secrétaire, la secrétaire, retranscrit. C'est fini. Vous voyez, vous pouvez parler, et c'est retranscrit sur votre machine. Donc, c'est un métier qui va disparaître. Mais ce sont des métiers qui peuvent se réinventer. Donc, les techniques de laboratoire, c'est pareil aussi. La résolution donc, il y aurait une résolution de ces métiers autour de la validation, de l'interprétation et du suivi des résultats. Mais tout le monde ne partira pas. Il y aura toujours des gens derrière des machines. Hein? Bon, on ne sera plus 15, 20 comme on est aujourd'hui. Une seule personne derrière une machine, ça suffit.
Alors, quels sont les nouveaux métiers qui vont être créés? Vous savez que au début du siècle dernier, il y avait des métiers qui s'appelaient les métiers des porteurs d'eau. En France, il y avait des porteurs d'eau. Et ces métiers ont disparu avec l'arrivée des installations, des canalisations. Donc, c'est pareil pour ce qui se passe aujourd'hui. Alors, quels sont les nouveaux métiers qui vont être créés? Le médecin va devenir un data scientist. Il faut qu'il fasse de l'informatique. C'est la biologie couplée à l'informatique. Le médecin doit comprendre l'informatique, sinon, ça va être difficile pour lui. Mais vous êtes jeunes, vous êtes tous plus capés que nous ici, en matière d'informatique. Le médecin va devenir un ingénieur en santé numérique. Vous voyez, toutes les informations que vous produisez liées à le big data et les innovations technologiques, il va falloir les rassembler et les analyser. Le médecin va devenir un spécialiste en cybersécurité médicale. Même s'il n'est pas médecin, mais on peut demain créer des emplois de cybersécurité en médecine. Et puis, il y aura des emplois qui seront créés, des jeunes qui peuvent avoir des masters, mais qui vont gérer ou coordonner la télémédecine dans notre pays. Donc, voilà encore un métier qui peut apparaître, des coachs, donc des entraîneurs en santé numérique. Allez, vous êtes avec un malade qui ne comprend pas le langage numérique, mais vous allez rassembler toutes ces informations-là, commencer à lui apprendre tout doucement, tout doucement. Et puis, il y aura un nouveau métier, c'est l'éthicien en IA médicale. Éthicien, ça vient du mot éthique. Les Congolais adorent le mot éthique, alors que même sont des grands bandits. Ce n'est pas l'éthique, mais ils pensent qu'eux, non, ils incarnent l'éthique. Si je prends dans la salle éthique, qui gère l'éthique, qui connaît l'éthique ici, la personne, vous êtes tous des bandits. On aura même des psychologues numériques, voilà, des médiateurs humains. Voilà un nouveau métier, les jeunes. Il faut regarder par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour choisir son métier. Aller faire la médecine, mettre le stéthoscope autour sur la poitrine de quelqu'un, c'est fini ça. Vous voyez, quand vous allez en Europe, vous allez voir un médecin, il est même bien en blouse. Parfois, vous avez un peur. Vous lui parlez, il n'examine même pas. Après, il fait une tartine d'examen, et puis vous revenez, là, il met la blouse, il dit, bon, voilà ce qu'on va faire. La médecine a changé. La médecine d'hier, comme le disait notre cher maître Bouramoué, bon, il était un peu mystificateur. C'était l'ère du mandarinat. Quand il disait, Jean-Louis quoi, prenez note. Je viens d'entendre un souffle systolique d'intensité 1/6 au foyer apexien. Jean-Louis quoi, écrit ça. Mais c'était du terrorisme intellectuel. C'est fini. Même le stéthoscope va disparaître. Pourquoi? Mais parce qu'on n'aura plus besoin de ça. Vous avez un problème, on fait un écho cardiaque, c'est fini, on a toutes les informations. Vous voyez? On dit, souffle de galop, non, c'est fini, oui. Oui, le galop, c'est fini, oui. Devant tout ça, que va devenir le soignant? Parce qu'il y a une flopée d'informations. On est un peu embrouillé, on sort d'une formation un peu à l'ancienne, maintenant on verse dans tout ce qui est nouveau. Alors, que va devenir le soignant? Alors, il va devenir l'interprète de l'informatique numérique. Le médecin, quand il va recevoir son malade, il aura en face de lui toutes les informations numériques, il faut qu'il soit capable de les interpréter. Parce qu'il y a des interprétations qui seront faites sur le plan de la biologie, sur le plan de la génétique, sur le plan de l'immunologie. C'est une flopée d'informations. Donc il faut qu'il soit formé. Même sur le plan numérique, il doit être formé. Donc il doit être capable d'interpréter cela. Il doit être conseillé, il va conseiller l'être humain dans la prise de décision. Parce que hier, nous, d'autorité, on disait, vous souffrez d'un cancer du sein, je vous propose ça. C'est fini. Parce que le malade, quand il vient me voir, il dit, docteur, professeur, moi, je vous propose de me traiter comme ça. Mais parce qu'il est allé sur la toile. Il a lu. Donc, c'est à nous d'avoir un échange avec lui pour prendre la meilleure option possible qu'il soit. Et puis, c'est nous, les médecins, demain, on doit faire l'effort peut-être de garder du sens et de l'éthique. Parce que si on se laisse déborder par la machine, on va avoir des problèmes. Donc, on fera l'effort de revenir quand même aux soins, quand même à l'essence du soin, même si les machines ont pris le dessus sur nous. Et que là, paradoxalement, plus la technologie progresse, plus l'humain devient indispensable. Parce que la machine peut faire peur aussi, mais il faut qu'il y ait l'humain capable de filtrer les informations qui vont arriver sur le numérique. Donc, il va falloir réaffirmer le rôle du soignant. On écoute, il faut écouter les malades. Nous, on n'a pas le temps d'écouter les malades. Là, on n'a pas le temps. Il faut rétablir la confiance et de l'empathie. Combien de vous ici ont de l'empathie pour les malades? Vous voyez, vous allez là, vous appelez au CHU là, comment on appelle les urgences. Quelqu'un parfois est mort là où vous faites encore une glycémie. Donc, il y aura des besoins de pression du malade envers le soignant. Le malade sera de plus en plus exigeant. Donc, les nouvelles technologies, l'IA, le big data, vont changer la formation médicale. La formation médicale que Bileko et moi avons connue, il y a bientôt 50 ans, a changé. Elle est obsolète, elle est dépassée. Si on n'a pas compris ça, ça veut dire qu'on ne parlera plus le même langage que les autres demain. Même ceux qui iront en formation demain
si vous continuez avec ce que nous donnons ici, là, les autres vont parler, vous serez comme des gombes, vous n'allez rien comprendre. Alors, donc, apprentissage des compétences numériques, oui, ça, il faut le faire. Apprentissage des compétences émotionnelles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous développez un peu d'empathie devant le malade. Hein? C'est vrai que vous avez les éléments de la machine, vous les avez interprétés, mais vous les lui transmettez, mais il faut un peu d'empathie. Vous ne fonctionnez pas comme une machine. Et le futur de la médecine sera à la fois technologique et humaniste. Alors, que peut enlever l'intelligence artificielle à l'humanité? La chaleur humaine. La machine à parler, ce n'est pas les humains qui parlent. Donc, il n'y a pas de chaleur. Donc, la machine ne ressent ni l'empathie ni l'émotion réelle. Vous voyez? L'IA va enlever la spontanéité et l'imperfection. Parce que l'IA est la perfection. Or, même le côté imperfection, parfois ça apporte un petit plus à l'être humain, à nous qui prenons des décisions, parce qu'on va encore se refaire. Donc l'IA tombe vers la logique, l'efficacité et la perfection. Ces qualités peuvent prendre la médecine, rendre la médecine plus froide ou plus standardisée. Vous voyez? Et quand vous allez en Europe aujourd'hui, comme ils sont pas nombreux, ils n'ont pas beaucoup de temps, ben, ils sont des machines qui parlent, ils vous reçoivent avec leurs éléments issus de la machine, donc ils n'ont pas beaucoup de temps pour vous. Et puis enfin, la responsabilité morale. Quand une décision est prise par un algorithme, on peut perdre la notion de qui décide et pourquoi on décide. Parce que là, c'est la machine qui va décider. Donc nous, on est un peu exclus. Mais il faut se réapproprier les éléments de la machine. En somme, l'intelligence artificielle ne retire pas l'humanité, ne retire pas à l'humanité son essence, ou bien ne retire pas l'humanité par essence. Ce sont nos choix d'usage qui détermineront si elle la revue ou la magnifie. C'est donc une question de gouvernance et surtout de conscience. Donc nous ne nous laissons pas déborder par tout ce que veut nous apporter une nouvelle technologie. Soyons capables de canaliser tout cela pour le bénéfice de nos patients. Sinon nous serons exclus de la structure de décision. Quand on a vu tout ça, on se dit, bon, la médecine d'hier, la médecine conventionnelle était bien, les nouvelles technologies arrivent, bousculent un peu tout, mais est-ce que la médecine sera la même? La réponse est non. La médecine va changer. C'est-à-dire qu'à partir du jour de la médecine, elle a déjà changé. C'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. Sera-t-elle la médecine du futur? La réponse est oui. Pourquoi la réponse est oui? Mais parce que nous connaissons les limites de la médecine conventionnelle, on va y revenir, et nous avons besoin de considérer le patient dans sa globalité, pour voir le patient de manière holistique. Alors, voici les limites de la médecine conventionnelle. Il y a une fragmentation de soins. Vous voyez? Une opération qui peut être faite par un robot, une personne, parfois il y a 10 personnes autour de la même opération. C'est la fragmentation du soin. La technicité est excessive. L'IA aujourd'hui nous montre qu'il y a une technicité qui est largement au-dessus de celle que nous gérons. Et puis, la médecine conventionnelle apporte très peu d'attention à la prévention. Combien d'entre nous font la prévention ici? Très peu. Or, aujourd'hui, avec l'IA, le big data et l'innovation, on peut prévenir les maladies. Et puis, les agents sont fatigués. Allez dans les hôpitaux. Hein? Il y a très peu d'infirmières. Vous n'avez pas d'infirmières, mais vous avez besoin beaucoup de vigiles. Ils sont un peu plus nombreux que les infirmières. Il y a un problème. Ça, c'est quelle histoire, ça? Monsieur l'inspecteur général, vous qui avez cautionné ces choses-là, c'est n'importe quoi, ça. Il faut arrêter avec ça. Hein? Donc, quand on est fatigué, on n'a pas le temps d'écouter les malades. Donc, il y a le manque d'écoute. C'est normal. Alors, voici les nouvelles attentes des patients. Le patient veut désormais être écouté. Vous lui parlez avec votre gros français, je ne sais pas quoi là. Il veut être écouté, il veut être respecté, et puis il veut être compris. Le patient veut devenir acteur de sa propre santé. Docteur, oui, mais pour ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Trouvons le juste milieu, et on peut trouver le juste milieu. Parce que n'oubliez pas que le chat GPT est très utilisé par les malades. Hein? Il va venir dire, docteur, vous m'avez prescrit ça, il y a trop d'effets secondaires, si j'ai ça, c'est votre faute. Donc je vais vous poursuivre. Faites attention. Hein? Il faut comprendre les causes, les malades veulent comprendre les causes et non seulement les symptômes. Pourquoi j'ai autant de signes? Mais pourquoi? C'est dû à quoi? Moi, j'ai vu ça, on connaît dans la cancérologie. Oui, mais, professeur, vous dites que c'est un cancer du côlon, mais c'est dû à quoi? Expliquez-moi. On balbutie souvent. On n'a toujours pas la bonne réponse. Vous voyez? Ils veulent savoir. Et puis, le malade veut donner du sens de sa maladie. Vous savez, quand vous êtes malade, quand vous voyez un chien errant, madame, un chien errant, dans la rue, vous l'enviez, hein? Ah, le chien en bonne santé, moi je vais mourir. Ça, c'est donner du sens à sa vie. Alors, c'est quoi la médecine intégrative?
c'est l'ensemble de la médecine conventionnelle associée aux éléments complémentaires qui sont validés. Cette médecine intégrative c'est une vision centrée sur le patient. C'est-à-dire qu'on voit le patient dans son entièreté, à travers le corps, l'esprit et son environnement. Et elle est fondée sur la science, la prévention et l'humanisme. Le mot humanisme. On est de moins en moins humaniste dans nos hôpitaux. Alors, les fondements qui ont fait que la médecine intégrative se développe assez rapidement sont connus. C'est qu'on sait qu'aujourd'hui, la médecine intégrative peut jouer sur le stress et sur l'immunité. Il y a beaucoup d'effets sur le stress et l'immunité. Vous savez, quand vous êtes stressé, vous baissez votre immunité. Vos anticorps réagissent moins. Et un rôle important du microbiote intestinal, et aussi l'impact sur l'alimentation. Vous voyez beaucoup de jeunes dames, je connais une jeune dame qui fait la promotion de l'alimentation saine. Et puis, vous avez les bénéfices de la méditation et l'activité physique. C'est validé, tout le monde sait que l'activité physique aide à vivre mieux, à développer, à produire des endorphines, et vous êtes heureux. Vous voyez, moi, je suis vieux, mais quand je fais un peu de sport tous les matins, quand je sors de chez moi, je me fais des petits bonheurs. Ça, c'est grâce à l'activité physique. Vous voyez, qui peut me donner 70 ans aujourd'hui parmi vous? Je parais un plus jeune que tu s'en dit. Là, c'est parce que j'ai laissé les cheveux blancs, mais si je mets le yombo là, il n'a plus me le reconnaître. Tout à l'heure, je me suis dit, j'irai mettre le yombo. Voilà, voici les points objectifs de la médecine intégrative. C'est restaurer l'équilibre global du patient, renforcer la capacité naturelle de guérison, notamment en stimulant son immunité. On lui conseille de faire du sport, même quand on est malade, il faut faire du sport, en lui proposant une alimentation saine. Et puis, soigner, soulager et accompagner. Ça, on le fait depuis toujours. Alors, le contexte mondial est connu. La médecine intégrative trouve également son essence à travers l'explosion des maladies chroniques. Vous savez que le cancer va devenir une maladie chronique. Dans 20 ans, on arrivera à soigner presque tous les cancers. Il y a l'allongement de la vie. Plus on vit longtemps, plus on développe des maladies. Donc, on a besoin d'être pris en charge. Est-ce que tous les vieux vont être traités de la même façon que les jeunes? La réponse est oui et non. Et puis, il y a des coûts croissants du système de santé. Donc ça, on va faire les efforts si on fait de la prévention. Et puis, la prévention va nous permettre d'avoir parfois un meilleur être. Voici les 5 piliers de la médecine intégrative. Premier pilier, la prévention. On sait que grâce à l'IA, grâce au Big Data, grâce aux innovations, on peut prévenir les maladies. Grâce à ça, on peut faire la prédiction de la maladie. Il suffit d'identifier un gène défectueux. Je prends l'exemple d'un cancer du sein qui est génétiquement transmis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on appelle le BCR1, le BCR2. Si vous l'identifiez, la probabilité qu'a une femme de faire un cancer du sein de main est très élevée. On fait comment? On vous propose de faire une double mammectomie. L'exemple, c'est Angelina Jolie. Tout le monde connaît Angelina Jolie, cette actrice de cinéma, chez qui on a découvert le BRCA1 et le BRCA2, elle a préféré qu'on lui fasse une mammectomie. Donc, elle est plate, mais elle est restée une très belle femme. Donc, grâce à la médecine, grâce aux nouvelles technologies, là, les traitements sont personnalisés, donc c'est le troisième pilier. Et puis, le malade est un participant important dans son traitement. Et cela en pleine conscience et en pleine humanité. Donc, de grâce, quand vous avez vu un malade, ne dites pas, bon, allez, suivant. Non, vous l'accompagnez, vous le sortez, un peu d'humanité. Bon, allez, bonne journée. Transmettez mon bonjour à la famille. Un peu d'humanisme. Oh, vous n'avez même plus le temps de faire ça. Moi aussi, je n'ai pas fait ça. C'est parce que je devenais un peu vieux, maintenant que je fais. Donc, la médecine intégrative a une triple approche. Donc, traiter la personne, pas seulement la maladie, mais la personne, de manière globale. C'est-à-dire qu'on prend en compte son corps, oui, son esprit, son environnement et ses relations. Tout ça pour essayer de restaurer la santé. Alors, quels sont les éléments complémentaires qui accompagnent la médecine conventionnelle et qui rendent le cas de la médecine intégrative? On va les passer en revue. Ce qui a été validé, quand on entend tout et n'importe quoi, il faut éviter le charlatanisme. La médecine du mode de vie, c'est-à-dire la nutrition thérapeutique. L'alimentation saine contribue à la bonne santé. L'activité physique, on a dit. Le sommeil, le bon sommeil. Ne dormez pas avec votre appareil de téléphone et vous laissez passer le TikTok. Non, coupez tout ça, vous dormez d'un trait, vous avez un sommeil paradoxal, le matin vous vous levez, vous êtes en forme. Et la gestion du stress. Il faut apprendre à gérer son stress. Ce n'est pas parce qu'on dit que bon, on va rendre les résultats demain et qu'on devait stresser. Non, il faut prendre le temps. Parce que même si vous êtes stressé, si le résultat n'est pas bon, mais il n'est pas bon, il va falloir quand même reprendre les examens. Donc il n'y a pas de raison de stresser.
Qu'est-ce qui a encore été validé? Ce sont les pratiques corps-esprit, la méditation. Hein? Apprendre à mieux respirer, on contrôle bien son rythme cardiaque, on réfléchit, on médite. Le yoga. Alors, il y a peut-être des gens qui sont des yogis. Hein? Ça aide énormément. La cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'on vous apprend à respirer. Quand vous respirez mieux, et vous améliorez également votre fréquence cardiaque. Le tai chi et le qigong sont des techniques d'arts martiaux, pratiquées chez les Chinois. Ce sont des gestes lents qui accompagnent le corps humain, et tout ça, ça permet au rythme cardiaque d'être un peu ralenti. La couverture, ça vous le savez, hein, c'est validé, c'est même reconnu par l'OMS hein, pour gérer certaines douleurs ou certains effets secondaires de la chimiothérapie. La psychothérapie et les doses médicales, c'est validé. Les massages et les soins de support sont validés. Maintenant, il y a des pratiques qui sont en cours de validation. C'est l'aromathérapie médicale. C'est la phytothérapie. Mais chez nous, il y a déjà des plantes qui doivent être validées. Vous voyez, monsieur le secrétaire général, nous sommes l'un des rares pays au monde qui n'a pas une faculté de pharmacie. C'est aberrant, hein? Vous n'avez pas une faculté de pharmacie. Alors nous sommes un pays immensément riche. Vous construisez des maisons. Monsieur, dites-moi, quel est votre intérêt d'avoir 20 immeubles dotés de 15 ans? Encore que vous n'avez pas d'argent pour le faire, mais vous allez les construire. Demain, on va regarder tout ça avec vous. Voilà, la phytothérapie. L'ostéopathie et la chiropraxie. Ça, les rhumatologues adorent ça. Hein? Ça, le professeur Bilico, c'est un peu son dada, il travaille avec ces gens-là. Alors, les pratiques qui ne sont pas validées, c'est l'homéopathie. Ça, ce sont les charlatans. Encore que je vais vous dire ça. Le magnétisme, le reiki, l'hypnothérapie, tout ça là, c'est pas validé. La médecine quantique, c'est pas validé. Ça, c'est ce qu'on fait dans les équipes de réveil, un peu chez les féticheurs. Voilà. C'est pas validé. Hein? Mais vous aurez des mecs qui vont dire, ah non, docteur, moi, je fais un peu de médecine quantique, hein, et ça me fait du bien. Non, ça se passe dans la tête, c'est pas validé. Alors donc, on dit que la médecine intégrative reste une médecine fondée sur la preuve, la sécurité et l'éthique. La médecine complémentaire n'enlève rien à la médecine conventionnelle. Bien au contraire, c'est quelque chose qui s'ajoute à la médecine conventionnelle pour améliorer les patients. Elle enrichit. Je prends l'exemple. Quand vous faites une chimiothérapie, si le malade ne mange pas bien, il va se dénutrir et l'efficacité du traitement ne sera pas avérée. Vous voyez? La chirurgie, on va vous opérer du cœur, mais il faut entourer tout ça par un bon psychologue. Hein. Parce que tu dis, on va ouvrir le cœur, est-ce qu'il va me réveiller? Non, le psychologue est là pour vous accompagner. Et puis, en Algérie, tout ça, on sait, hein. Pour la couverture, on peut aider les malades. Donc, la médecine intégrative apporte une dimension humaniste. Donc, elle permet de guérir parfois, hein, soyez modeste. Soulager souvent, mais écoutez toujours. La relation soignant-soigné devient un acte thérapeutique. Hein, parce que ça pèse le malade, ça rassure le malade. Alors, voici les bénéfices qui ont été démontrés dans le cadre de la médecine intégrative. Donc, il y a une meilleure qualité de vie. Hein? Il y a on dit effort secondaire, non, moins d'effets secondaires. Vous prenez une chimiothérapie, la médecine intégrative va vous aider à avoir moins d'effets secondaires. Il y aura une réduction du stress et de l'anxiété, une meilleure observance parce que vous prenez en charge vous-même, vous connaissez votre corps, vous savez ce qui se passe, vous connaissez le traitement, vous savez où vous allez. Et vous allez mieux observer votre traitement parce que vous savez que vous allez certainement guérir. Et puis il y aura moins d'hospitalisation. Et puis, on va restaurer la dignité et la responsabilité des patients. Alors, exemple pratique. Voilà, médecine intégrative en oncologie. C'est ce que je vais essayer de développer à Polybras en mettant en place une unité de soins palliatifs où il y aura 5 lits. Parce que, croyez-moi que quand quelqu'un est en fin de vie, le gérer à la maison, c'est extrêmement compliqué. Très compliqué. Le gérer à l'hôpital, ce n'est pas la place. Donc, il faut un peu d'intelligence, il faut faire un peu de place pour ces gens-là. Ça va coûter un peu d'argent, mais ça peut aider énormément les parents. Alors, les centres de médecine intégrative, il y en a maintenant partout à travers le monde. Aux États-Unis, j'ai mis Harvard, Oxford, Berkeley. En Europe, j'ai un ami qui s'appelle Toledano, qui a développé la médecine intégrative, enfin l'oncologie intégrative. Chez lui, il y a maintenant même l'art-thérapie. C'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner les malades à travers l'art. On vous apprend à faire des tableaux, des dessins, tout ça, l'art-thérapie. Il y a même la musicothérapie. Vous voyez? Donc, ils sont en train de... Ce n'est pas des lignes de valider, mais il est en train de les introduire. Tout ça, c'est pour rendre le malade heureux. Et puis, en Afrique, des centres pilotes, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a au Kenya. Hein? J'en ai vu à Abidjan, où j'ai été donné une conférence il n'y a pas très longtemps. Il y en a au Sénégal.
Et puis, bon, ici, modestement, pour Libra, hein, monsieur le secrétaire général, on va faire. Hein. Maintenant, comme mon frère n'est plus là-bas, peut-être que celui qui est là va peut-être venir fermer. Bon, j'espère que, de toute façon, pour venir fermer chez moi, il faut te lever très tôt. Hein. Donc, nous, on va essayer de le faire. Alors, le rôle de la science, c'est de valider des pratiques complémentaires. La science va nous permettre de développer la recherche en médecine intégrative. Tout cela pour garantir la sécurité du patient et l'efficacité de la médecine. Quels sont les défis à relever? C'est les mêmes, hein, depuis toujours. Former les professionnels. Oui. On a la chance d'avoir formé des jeunes qui sont arrivés de Cuba. Quelques-uns ont été mis en immersion par mon ami Bileko. Il y en a qui n'ont pas été mis en immersion. Il reste 2 à 300. Voilà. Oui, il faut les mettre en immersion. Il faut identifier parmi ces jeunes-là les meilleurs pour orienter de nouvelles formations en médecine. Il ne faut pas que tout le monde aille faire la cancérologie, la rhumatologie, la cardiologie. D'abord, le métier de cardiologue va disparaître. Vous savez ça? Hein? On aura besoin de... Le cardiologue a besoin du stéthoscope. C'est fini, oui. Il ne faut même plus faire ça. Ce sont les machines qui vont faire ça. Ouais. Donc, on va créer des centres intégratifs hospitaliers. Mais dans tous les hôpitaux, on doit avoir des petites unités de médecine intégrative. Hein. Ce n'est pas grand monde, hein, un grand monde. Hein. Et puis, financer la recherche. Bon. Nous avons un grand ministère ici qui est géré par mon ami Mabundu. Il va certainement nous aider à financer la recherche. Puis sensibiliser le public. Comme nous sommes sortis d'ici, vous allez essayer de sensibiliser le public. Hein. Et puis éviter les dérives sur les scientifiques, les charlatans. Il y a trop de charlatans parmi nous. Hein. Les gens qui veulent soutenir un peu d'argent aux patients. Il y en a beaucoup. Bon, la médecine intégrative, ouais. Mais nous sommes un continent immensément riche. Hein. On a les plans qu'il faut. Maintenant, il faut travailler dessus. Il faut regarder les plans qui peuvent nous aider. Tout cela va nous aider à encadrer la médecine intégrative et à valoriser le patrimoine local. Pour l'avenir, comme on l'a dit, la médecine intégrative, c'est la médecine de demain. Cette médecine sera à la fois technologique et humaine. Avec l'intelligence artificielle, plus la charge du soin peuvent améliorer considérablement la prise en charge des patients. Et les hôpitaux demain seront centrés sur le soin et non sur la machine. Il faut faire attention. Si on reste sur la machine, il n'y aura plus d'hôpital. Puis il faudra une collaboration interdisciplinaire, le médecin, oui, le psychologue à sa place, le nutritionniste à sa place, les kinés, on a tendance à oublier les kinés. Ici, on connaît un peu les kinés. On dit, ah non, c'est un kiné, kiné. Non, c'est un kiné. C'est un boulot important, ces gens. Et puis développer le soin et les hospitalisations en milieu familial. Vous voyez, l'hôpital, c'est bien pour être soigné, mais on est mieux quand on est chez soi et accompagné. Alors, voici le message clé. La médecine intégrative n'est pas une alternative. C'est l'évolution naturelle d'une médecine qui veut redevenir humaine. Hein, c'est ça la médecine intégrative. Alors, en conclusion, nous devons soigner. C'est-à-dire que rencontrer l'autre dans sa vulnérabilité, c'est ce que la médecine intégrative va nous donner. La médecine intégrative va nous redonner à la médecine son âme, que nous avons un peu perdu depuis un moment. Et puis la médecine intégrative, comme nous l'avons dit, la médecine de demain. Alors, depuis que je m'occupe de la médecine intégrative, comme vous avez vu la première diapositive, je suis devenu par réflexion écrivain. Ah, j'écris beaucoup. Sur Bileko, je me suis réinventé. D'ailleurs, il a eu à préfacer un de mes livres. Merci beaucoup. Non, deux livres. Merci beaucoup. Il y en a encore une dizaine qui arrivent. Donc, quand je m'occupe de ça, j'ai écrit l'oncologue africain face à l'épaule de la maladie. Ce bouquin va sortir à la fin du mois de décembre. J'ai écrit avec un frère qui était malade, la fragilité humaine, regard croisé de soigner et de soigner. Ça va être Tony Ganongo. Ce bouquin va sortir également en décembre. Je viens d'écrire le plaidoyer pour le développement des soins palliatifs en République du Congo. C'est pour permettre à l'Assemblée de prendre une loi. Parce qu'on n'a pas une loi sur les soins palliatifs. Vous voyez? Donc ça, il a fallu attendre aussi peut-être 100 ans pour regarder ça. Mais on ne travaille pas, papa. On ne travaille pas. Et puis j'ai écrit un texte à la limite philosophique, le silence, vertu et méfait. C'est-à-dire que le silence du concernant quand il est dans son centre. Mais ce livre-là, je l'ai fait préfacer par un philosophe. C'est le ministre Magessa Ewome qui l'a préfacé. Cela il va sortir en janvier. Alors, en cours de rédaction, quand la vie reprend ses droits, c'est un travail que je suis en train de faire avec une jeune dame guérie du cancer. C'est pour ça que j'ai mis X, pour que son nom n'apparaisse pas. Elle est guérie du cancer, elle est très active. Elle connaît la cancérologie comme moi, peut-être même mieux que moi aujourd'hui. Parce qu'elle est sur ChatGPT, sur Gemini, elle est très au courant. Et puis, nous sommes en train d'écrire un manuel africain
avec des Ivoiriens, notamment le professeur Didier Foucault d'Abidjan et le professeur Serigne Magueike du Sénégal. Sur ce, chers amis, je vous dis merci de m'avoir peut-être pas suivi, peut-être écouté. Donc, je me remets à vous pour que nous ayons cet échange-là. Et je vais reprendre ma place ici là pour que, vous ayez à mon âge, on est vite fatigué.